Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue à ce webinaire de Cœur AVC intitulé Optimisation de la réadaptation et du rétablissement après son AVC. La séance d'aujourd'hui portera sur la 7e édition des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC, plus particulièrement sur sur la mise à jour du module réadaptation, rétablissement et participation communautaire après son AVC. Je m'appelle Elisabeth Obregon, je suis la modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, voici quelques informations techniques. Vous pouvez utiliser les fonctions audio de votre ordinateur pour assister au webinaire d'aujourd'hui. Si vous préférez aussi, vous pouvez écouter le webinaire par votre téléphone. Vous n'avez que cliquer sur appel téléphonique ou appelez-moi et suivre la directive à l'écran. Vous pouvez aussi poser vos questions tout au long du webinaire. N'hésitez pas à les écrire dans la fenêtre à questions. Nous y répondrons pendant la période de questions à la fin du webinaire. Surveillez également le chat. Nous partagerons plusieurs liens URL durant tout le webinaire. Enfin, ce webinaire sera enregistré et accessible sur les sites web suivants, sur la chaîne YouTube de Cœur AVC et sur le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC de Cœur et AVC. Nous tenons d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons par l'entremise d'une plateforme virtuelle, nous souhaitons prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons comme notre patrie. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent ces terres comme leur patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement, notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et l'accroissement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et leur culture. Nous sommes réunis aujourd'hui en raison d'un engagement commun envers l'équité, y compris l'équité et la réconciliation en santé. Je vous invite à réfléchir à cette phrase, à ce que cette phrase signifie pour vous, pour votre travail et votre vie. Voici les objectifs d'apprentissage du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ils sont de discuter les points saillants tirés de la mise à jour du module sur la réadaptation, le rétablissement et la participation communautaire après un AVC de la 7e édition de recommandation, et d'examiner aussi et d'expliquer les données probantes actuelles sur certains sujets associés à la réadaptation et au rétablissement après un AVC, en mettant l'accent sur les pratiques exemplaires et les exigences pour la pratique. D'entreprendre aussi une réflexion sur l'expérience des personnes ayant subi un AVC ainsi que sur la réadaptation et le rétablissement, et explorer les stratégies, les conseils pour favoriser le rétablissement et la participation du point de vue d'une personne ayant une expérience vécue. Voilà. J'aimerais vous présenter nos conférenciers et conférencières d'aujourd'hui. Euh, je vais commencer par Dr. Wayne. Le Dr. Wayne est professeur adjoint en neurologie et neurochirurgie à la clinique de prévention des AVC de l'Université McGill. Il a reçu une bourse William Osler et terminé sa formation en neurologie à l'Institut neurologique de Montréal et a obtenu une bourse de recherche sur les maladies vasculaires cérébrales à l'Université de Texas à Austin. Dr. Wang est actuellement coprésident de ligne directrice canadienne sur la prévention des AVC et il siège au conseil d'administration du Consortium neurovasculaire canadien, où il dirige le comité de politique de défense des intérêts sur l'amélioration des soins de l'AVC partout au Canada. Dévoué à l'éducation, il préside la conférence annuelle sur l'AVC de l'American Heart Association sous le thème L'AVC dans le monde réel. Il siège aussi au comité directeur du Congrès canadien de l'AVC. Dr. Wayne participe activement aux essais cliniques sur l'AVC et s'intéresse particulièrement au rétablissement et à la réadaptation à la suite d'un AVC. Il est auteur principal de l'essai Reflex, récemment terminé sur l'efficacité de la toxine butylique dans le traitement de la spasticité après son AVC. Steve Sevigny, en pleine forme à 32 ans et père de 2 enfants, Steve a fait un AVC alors que rien ne le laissait présager. 14 ans plus tard, il partage avec nous son parcours de réadaptation et ce qui l'a poussé à se dépasser. Une histoire de persévérance, de dépassement et de soi et des patients. Dr. Geneviève Claveau a complété son doctorat en médecine ainsi que sa résidence en médecine physique et réadaptation à l'Université de Montréal. Elle a ensuite poursuivi une formation complémentaire postdoctorale en réadaptation neurologique et en électromyographie.
Sa pratique clinique se concentre sur la réadaptation des patients ayant subi une AVC ou autre lésion cérébrale acquise non traumatique, ainsi que sur le traitement sur les spasticités. Elle a d'ailleurs contribué à la mise sur pied de la clinique de spasticité de l'Institut de réadaptation Gingras l'ENSE de Montréal. Dr. Claveau est professeur adjointe à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle préside le comité local d'évaluation de la qualité d'acte de son établissement et agit comme répondant au conseil numérique, une plateforme facilitant les échanges entre médecins de famille et spécialistes. Dr. Claveau était membre du groupe de rédaction scientifique responsable de l'élaboration des plus récentes recommandations sur la réadaptation, le rétablissement et la participation communautaire après une AVC. Dr. Claveau aussi a été membre du groupe de rédaction scientifique. Donc, c'est bien ça. Donc, je présente les conférenciers. Merci beaucoup d'être là. Je vais maintenant vous présenter la divulgation des conflits d'intérêts. Comme vous voyez dans la diapositive, voici les conflits d'intérêts de nos conférenciers d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, nous souhaitons prendre un instant pour saluer et remercier les nombreuses personnes qui ont contribué à la mise à jour de ces modules. Nous tenons tout particulièrement à remercier les responsables de cette mise à jour, le groupe de rédaction scientifique ainsi que le comité de consultation et d'examen communautaire, qui ont partagé leur point de vue et contribué à garantir que ce travail s'appuie sur des expériences concrètes. Voici l'ordre du jour. Nous commencerons par écouter Steve qui partagera ses réflexions et ses points de vue façonnés par son parcours personnel dans le cadre de la réadaptation et du rétablissement après une AVC. Ensuite, nous vous donnerons un aperçu des changements généraux apportés par trois modules, par, par- aux trois parties du module mise à jour, réadaptation, rétablissement et participation à la vie communautaire après une AVC. Nous passerons ensuite en revue chaque section tour à tour. La première partie sur la planification de la réadaptation après une AVC pour une prestation de soins optimaux. La deuxième partie, prestation de soins de réadaptation post-AVC pour optimiser le rétablissement des capacités fonctionnelles. Et la troisième partie, optimisation de l'activité et de la participation communautaire après une AVC. Nous terminerons par une discussion de groupe, une séance de questions. Pour commencer notre webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Sévigny. Merci beaucoup, Steve, pour bien vouloir partager avec nous votre histoire et votre expérience. Donc, je vous cède la parole. Bon, mais merci beaucoup pour l'info. On va essayer de ne pas trop être nerveux pendant les prochaines minutes. Donc, bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, mon nom est Steve Sévigny. Je suis père de deux enfants, 17 et 15 ans. Et le 29 mars 2012, donc dans 3 jours, il y a 14 ans déjà, j'ai été admis à l'hôpital Enfant Jésus de Québec pour un malaise. Qui au début, on ne voulait pas me dire c'était quoi, puis finalement, on m'a dit que c'était un petit AVC. Bien honnêtement, à 32 ans, j'ai aucune idée de ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que mon côté gauche est paralysé. À l'hôpital, je reçois une thrombolyse pendant 1 heure. Mes membres se mettent à bouger. Ensuite de ça, plus rien pendant 48 heures. Donc, évidemment, je suis un peu sous la panique. Mais en consultant mon scan avec le neurologue par la suite, ça s'est avéré un moyen solide, sévère, nommez ça comme vous voulez, gros AVC, qui a été très près même d'être fatal. Ce qui aurait causé ça, apparemment, c'est un caillot. Donc, encore là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Euh, En tout cas, à suivre pour le reste. Donc, je fais une petite parenthèse quand même, parce que là, c'est bien beau un AVC, mais à 32 ans, je dois vous dire, je suis en pleine forme. Je fais du sport de haut niveau. Je joue au hockey, je fais du soccer, du deck hockey, du badminton à l'occasion. J'arbitre aussi au hockey également du haut niveau. Puis je m'entraîne à cette époque-là pour m'aller dans la police. Je venais de voir mon médecin de famille 2 semaines auparavant et tout était super beau. Donc, rien, absolument rien ne laissait présager un tel scénario ou un tel événement. Fin de la parenthèse. Comme de malchance, il y a 14 ans, le week-end de Pâques arrivait à grands pas, comme un peu la situation aujourd'hui, que c'est Pâques la semaine prochaine. Donc, aucun service de physiothérapie ou de réadaptation pendant 4 jours parce que c'était férié. Donc, mon transfert a été retardé au centre de réadaptation. Donc, évidemment, j'étais cloué à ma chambre. Je décide donc de tenter de marcher. Marcher, c'est un bien grand mot parce que je me tortillais, j'étais attaché avec une attelle, je marchais avec la hanche quasiment à hauteur de l'épaule pour 3, 4 fois par jour dans le corridor avec l'aide de ma mère. Heureusement, ils ont
des rampes là, sur le bord des murs pour que je puisse me tenir parce que je suis pas capable de me tenir debout. Mais il n'était pas question que je passe 4 jours à rien faire dans mon lit. Mardi suivant Pâques, pardon, la physiothérapeute me fait faire des petits exercices, des petits tests, probablement des tests communs, j'en ai aucune idée. Je fais ce qu'on me demande, comme me mettre par terre et de me relever à l'aide d'une chaise ou même sans rien. Donc, le premier, c'était sans chaise. Fait que, avec une chaise, je me tortille d'un bord, je me tortille de l'autre, j'essaie des affaires, ça marche pas. Fait que donc, je réussis finalement à me lever au bout de 30 à 45 secondes. Je me suis dit, Colin, ça va bien. Fait que là, on le refait sans chaise. Puis étant du domaine du hockey, je me suis rappelé de la façon dont on enseigne aux tout petits sur la glace comment se relever. Donc, un genou par terre, un genou debout, je mets mes deux mains sur mon genou, hop, 3 secondes, j'étais debout. On était tous stupéfaits. Moi, le premier, la physio aussi, elle n'en revenait pas. Fait qu'en faisant ça, ben, ça a réactivé mon transfert à l'IRDPQ. L'IRDPQ, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Institution de réadaptation des déficience physique de Québec. Donc, beaucoup de travail a été fait mentalement et physiquement à l'hôpital. C'est là que la vraie game commence, quand on est rendu à l'IRDPQ. Je suis très, très motivé car je veux reprendre toutes mes capacités et ce que j'avais entendu, les thérapeutes et les médecins et le personnel là-bas faisaient des miracles. Donc, à mon arrivée, on m'explique la vie au centre et tout le blablabla habituel. À cette époque-là, j'étais, comme je l'ai dit tantôt, je m'en allais pour être dans la police. J'étudiais à l'Université Laval en criminologie. Mais vous comprendrez qu'une fois que tu es en réadaptation et que tu ne peux pas te déplacer, les cours, ben, ils prennent d'abord. Donc, debout 7 heures à tous les matins. La journée débute, déjeuner, traitement, exercice, dîner, exercice, traitement, souper et j'étais libre le soir. Que ceux qui ne veulent pas travailler, ben, ils étaient renvoyés chez eux, qui n'avaient pas de temps à perdre. Fait que pour moi, c'était parfait, là. Fait que je m'en allais pas là en camp de vacances. On m'a évalué. Les thérapeutes m'ont évalué. Le médecin m'a évalué. M'a demandé c'était quoi mon premier objectif. Bon, sans hésitation, mon premier objectif, excusez, c'était de jouer par terre avec mes enfants. Mes enfants, à l'époque, avaient 1 an et demi et 3 ans. J'ai surpris tout le monde parce que les gens savent que je carbure du hockey. Ils pensaient que c'était de jouer au hockey ou d'aller sur la glace. Non, moi, j'étais prêt à faire une croix là-dessus. Je voulais m'occuper de mes enfants. Je voulais pas être en chaise roulante. Je voulais pas être un fardeau pour ma famille. Puis évidemment, ben, je voulais retrouver le maximum de mes capacités. De mémoire, j'avais une journée ou une demi-journée par semaine, plus tranquille ou en congé, que je pouvais récupérer parce qu'à un moment donné, mon corps, il devait récupérer. Donc, physiothérapie, ergothérapie, salle d'entraînement, piscine, TRP, qui est thérapeute en réadaptation physique, médecin, physiatre. Je pense pas que j'en oublie, mais c'était pas mal les gens que je rencontrais à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Vous comprendrez que je ne suis pas la clientèle cible pour ces thérapeutes, d'autant plus que j'arrive d'un milieu sportif. Je suis jeune. Euh, donc, ma physiothérapeute à l'époque, elle me dit que c'est une ancienne entraîneuse privée chez Énergie Cardio, qui est une salle d'entraînement qui était très reconnue dans le temps, et que si je désirais, elle pouvait me pousser. Je dis go, 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 pousse-moi. Fait que là, j'étais content, là, j'étais en business. Mon ergo thérapeute me demande si je veux rester gaucher. Oui, parce que j'étais fier de l'être, puis je voulais pas tout transférer du côté droit. Je voulais avoir toutes mes capacités, donc je voulais rester gaucher. Elle me demandait toujours si ça me tentait de faire ci ou faire ça. À un moment donné, je lui ai dit, en tout respect, arrête de me demander si ça me tente. Ça me tente pas d'être ici et ça me, tu sais, je dirais pas le terme là en bon québécois, mais ça me faisait puis d'avoir ce diagnostic-là. Donc, j'ai dit, si tu me demandes, je vais toujours te dire non. Donc, tu me dis, on fait ci ou on fait ça, et je vais le faire. Ma progression s'est beaucoup améliorée à partir de ce moment-là. On faisait plein d'exercices. On a même joué au ping-pong pendant ma réadaptation. À la fin de notre séjour, là, on va voir une photo sur la prochaine diapositive. À la fin de ce séjour, on doit faire un projet de sortie en ergothérapie. La plupart des patients, c'est des personnes âgées. Puis ils font des cabanes à moineaux, des cabanes à oiseaux. Puis là, on avait un livre, un cartable où on pouvait feuilleter. Puis moi, cabane à oiseaux, ça ne me tente pas. Tu sais, on m'explique que le projet doit se faire de A à Z avec le côté qui a été hypothéqué. Donc, pour moi, c'était mon côté gauche. Fait qu'au lieu de faire une cabane, j'ai décidé de faire un cheval qui se balance, comme vous voyez à l'écran. Là, je pense qu'on a parce que moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. Sûrement les personnes à l'écoute aussi.
On se balance là-dessus. En tout cas, moi, je me souviens de ça, j'ai décidé d'en faire un. Fait que la scie pour couper tous ces morceaux-là, c'était un vélo stationnaire avec une plateforme et la scie comme une machine à coudre en plein milieu. Donc, je devais prendre mon côté gauche et, tu sais, en tout cas, vous comprenez un peu le mouvement, là. Sauf la peinture. La peinture, je pouvais le faire avec les enfants. Là. C'est les enfants qui ont pas mal tout peinturé le cheval avec les dessins parce que le reste, le projet était terminé. Euh, honnêtement, là, mon cheval, là, il est malade. Là, tu sais, je l'ai encore. Là, la photo date de 2, 3 jours. Là, je l'ai encore à côté de moi ici. Là, fait que, il est assez solide. Euh, Ensuite de ça, mon kinésiologue, lui, s'occupait de la salle d'entraînement et de la piscine. Et parfois, on allait en gymnase faire du badminton, du volleyball ou essayer de courir. Mais courir, oubliez ça, là, j'étais pas capable. Euh, Au début, il me poussait beaucoup, mais après, je devais le faire autonome. C'est OK, je comprends le principe de remettre les gens autonomes, mais un support de plus pour voir si je faisais tout correctement aurait été apprécié. Euh, je crois que vu que je m'étais déjà entraîné, c'était plus facile de me laisser aller puis aider les autres. C'est correct, je comprends ça. Dans la piscine, mon kinésiologue, il était toujours là. On a même joué au water polo. Puis moi, je suis pas très piscine. Fait que, une chance que je touchais dans le fond parce que ma coordination à ce moment-là, c'était pas sharp sharp. Euh, Mon TRP venait une fois ou 2 semaines de mémoire faire de la dextérité. On prenait des petits objets, des trombones, on les mettait dans un verre, on les sortait. C'était plus de la finesse. Lui, j'ai aimé ça le voir parce que j'ai même pensé changer de carrière puis faire ça. J'y pense encore aujourd'hui, mais avec le coût de la vie. Excusez, avec le coût de la vie, les enfants. En tout cas, bref, ça, c'est un autre dossier. J'ai vu le physio 2 ou 3 fois. Je voyais le médecin une fois ou 2 semaines à peu près. Je voyais aussi un travailleur social à l'occasion et même un psychologue qui était sur place. Ça, je pourrais vous en parler pendant 2 heures et tout en détail, mais le temps, malheureusement, ne me le permet pas. Ceci étant dit, dans toute cette aventure, car ça en était toute une au niveau mental et physique, j'ai dû réapprendre à marcher, à me brosser les dents, à me raser, à me doucher, tourner des ustensiles, juste pour nommer ceux-là. Bref, tout ce qu'un enfant apprend dès le bas âge. J'ai été 6 semaines à l'interne à l'IRDPQ, donc jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, j'ai fait un test de conduite. Quand j'ai réussi à passer le test de conduite avec l'ergothérapeute, j'ai commencé à aller au centre 3 fois par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. C'est ce que j'avais réussi à négocier. Ensuite, j'ai été officiellement libéré du centre. J'ai étiré, comme je dis, excusez, je reprends. C'est ce que j'ai réussi à négocier parce qu'eux, ils étaient prêts à me relâcher direct à la fin mai. Mais vu que j'avais mon permis, que je pouvais me déplacer, j'ai réussi à étirer jusqu'à 2, 3 mois de plus parce que je voulais avoir plus de gains. Parce que je sentais que je progressais encore. Donc, pendant les 14 dernières années, j'ai réussi tous mes petits objectifs que je m'étais fixés. Et ça m'a pris 12 ans, vous avez bien compris, 12 ans avant de rejoindre une partie hockey organisée. Donc, mon plus gros objectif que les gens pensaient autour de moi, ça m'a pris 12 ans pour le réaliser. Également, pendant les 14 dernières années, j'ai fait des défis que j'aurais jamais pensé faire. 6 mois après, ils m'ont demandé de faire un défi vélo avec la Fondation Élan et la Fondation de l'IRDPQ, qui était de Nakona, Québec, à environ 60 kilomètres. L'année suivante, j'ai fait un grand fondo encore à vélo qui était avec Louis Garneau, Trois-Rivières, Québec. C'est à peu près 118 kilomètres. Le premier que j'ai fait, j'ai fini dernier, mais il n'était pas question que je le finisse pas, fait que je l'ai fini dernier. L'année suivante, j'ai retranché 2 heures à mon temps. Donc, la première année, 6 heures, la deuxième année, 4 heures. C'est quand même beaucoup, mais pour moi, c'était tout un gain. Si on pousse encore défi Pierre Lavoie, 135 kilomètres, puis je vous dis, moi, je suis pas un gars de vélo, je déteste le vélo, mais je les ai quand même fait parce que je suis quand même une tête de cochon, là. Euh, j'ai fait mon premier 10 kilomètres de course en 2020 à Québec. J'en fais un en octobre qui s'en vient avec ma conjointe et mes enfants. Ça va être vraiment cool. Fait que on se remet en forme pour ça. Mais le plus beau objectif que j'ai réalisé, c'est pendant la semaine de relâche. Il y a 2 semaines, j'ai joué à patinoire extérieur avec mes enfants puis mon beau-fils. Ça, c'était magique, là. C'était le plus beau. C'était pas un objectif, mais c'était le plus beau moment des 14 dernières années depuis mon AVC. Ensuite de ça, je fais encore des petits gains. Aujourd'hui, je fais encore des petits gains, mais moins par an. Je les ressens un petit peu. Depuis 14 ans, je coach au hockey. C'est mon travail à temps plein depuis 8 ans.
Je développe des joueurs au quotidien. Je ne suis pas policier. Je ne sais pas si je vais l'être un jour, mais je travaille dans un domaine qui est ma passion depuis que je suis quand même tout petit. Comme vous avez compris tantôt, là, je suis un gars de hockey. Euh, euh, la vie après un AVC n'est pas toujours rose, mais elle peut être belle et vécue d'une belle façon si on y croit. Il y a des journées plus difficiles. Il faut s'écouter, parfois prendre un pas de recul pour mieux avancer. J'en ai pris souvent des pas de recul. Par contre, il faut toujours rester positif le plus possible. Euh, En finissant, aujourd'hui, là, je ne suis pas à 100%. Je suis pas loin de 100%. Je ne sais pas si je vais l'atteindre un jour, mais il n'y a rien qui m'empêche de faire quoi que ce soit dans la vie. Fait que the sky is the limit pour utiliser un terme anglophone. J'espère que j'ai respecté mon temps. J'ai fait ça vite. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense que c'est au tour de Dr. Wayne qui prend la suite. Merci beaucoup, Steve, de nous avoir fait partager votre parcours aujourd'hui. Votre témoignage nous rappelle avec force l'impact concret de la réadaptation et de rétablissement après un AVC et pourquoi ce travail revêt une importance si profonde. Alors, merci beaucoup. Alors, ce diapo ici met en évidence les changements globaux qu'on a mis dans notre 7e module sur la réadaptation à la rétablissement et la participation communautaire après un AVC. Ce qui nous a dirigé, c'est surtout, il y a plein de changements dans la réadaptation, mais surtout de faire un arrimage au cœur du travail sur la classification internationale de fonctionnement dans des cas et de la santé, le CIF ou ICF en anglais. Alors, pour faire ça, on a utilisé un système de grades pour évaluer la force des recommandations. Alors, ils vont être des recommandations fortes ou conditionnelles. Et la qualité des données probantes vont être basées sur élevé, modéré ou faible. Nous nous concentrons sur 5 principales mises de chacune des parties, mais je vous encourage de lire l'ensemble du module parce qu'il y a plein de nouvelles données qu'on n'est pas capable de mettre dans une présentation aujourd'hui d'une 45 de minutes. Le module se divise en 3 parties. La première partie, oups, tu dois m'excuser, j'ai un petit problème technique ici. La deuxième partie, c'est la prestation de soins de réadaptation post-avisés pour optimiser le rétablissement des capacités fonctionnelles. Puis troisièmement, c'est l'optimisation de l'activité et de la participation communautaire après un AVC. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la première partie, c'est la planification de la réadaptation post-AVC pour la prestation de soins optimaux. Alors, prochaine diapo. Comme tu vois ici, la planification de la réadaptation post-AVC pour la prestation de soins optimaux, il y a 9 sections. Section 1 à 3 établit la fondation. C'est quoi le dépistage initial? Comment on va évaluer les patients? C'est quoi les standards qu'on a établis sur les unités de réadaptation post-AVC? Puis l'importance d'avoir, pour les patients internes, de souligner la durée puis l'intensité de réadaptation qu'ils vont recevoir. Dans la section 4 à 6, on explore la réadaptation hors de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le centre communautaire, dans les CHSLD? Puis maintenant, on a un nouvel module sur la réadaptation virtuelle qui est nouveau dans cette édition ici. Puis entre section 7 à 9, le focus est surtout l'aspect humain ici, l'importance des équipes interdisciplinaires pour planifier les transitions de centres hospitaliers, de centres de réadaptation, de centres de réadaptation en externe, puis une intégration avec les ressources communautaires. Puis dans la section 7 à 9, on stresse l'importance de supporter les survivants d'AVC, mais de leur fermer aussi avec l'éducation pendant leur chemin post-AVC. Puis on espère de mettre toutes ces 3 choses, ces 3 sections ensemble, va optimiser notre soin de nos patients, puis va maximiser leur récupération. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, une nouveauté dans les lignes directrices, c'est d'élargir l'équipe. On est courant que maintenant, en 2026, des personnes qui viennent avec des AVC ont plusieurs problèmes médicaux. Puis environ 80% des survivants d'un AVC vont avoir un minimum de 5 comorbidités. Puis on ne peut pas gérer la réadaptation sans maximiser notre soin médical. Alors, sur cette édition de les lignes directrices, ça inclut l'expertise des consultants
pour nous aider à soigner les problèmes médicaux actifs parce que les patients sont assez complexes. Alors, ça ne traduit pas seulement faire une consultation par quelqu'un, mais d'être vraiment impliqué pour soigner le diabète, l'insuffisance cardiaque, les problèmes respiratoires et les autres problèmes chroniques. Alors, c'est vraiment des personnes qui vont être vraiment impliquées aux activités puis aux problèmes médicaux au quotidien pour nous mieux aider à soigner nos patients, parce que si on ne traite pas les comorbidités, ça va nous empêcher de traiter, de faire la réadaptation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, un message clé, c'est surtout l'intensité de la réadaptation post-AVC. On vous sache qu'on a établi les lignes directrices, mais on reconnaît aussi qu'il y a plusieurs centres ici au Québec puis au Canada où on n'a pas des unités de réadaptation post-AVC, puis c'est des unités de réadaptation générale. Mais même si c'est une unité de réadaptation générale, on encourage d'avoir la même intensité, puis le même programme intégré dans les unités de réadaptation générale. Alors, c'est très, très important de donner la même qualité de soins, puis même intensité de soins, même si ce n'est pas une unité spécialisée. Un message clé, c'est basé sur l'étude AVERT, qu'il faut éviter une mobilisation de haute intensité très précoce au cours des 24 premières heures. Alors, très important d'être agressif, mais pas dans les premières 24 heures. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, un autre aspect, c'est la participation de la famille, puis de les inclure dans les évaluations. Puis cette édition, on inclut des recommandations pour inclure les familles avec les réunions de famille, puis utiliser des modalités virtuelles pour aider les familles d'être plus actifs dans le soin de leurs membres de la famille ou pour les soignants d'être plus impliqués. Puis celle-ci, c'est un aspect très, très important pour inclure. C'est quelque chose qui doit être fait. Il y a deux sections qui poussent cette idée. En section 9, c'est explicitement encourage les familles de participer dans les sessions de réadaptation avec le consentement de patients, puis d'apprendre les compétences, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin de faire à la maison dès que le patient va se réintégrer à la maison. Puis il doit supporter leur patient de façon sécuritaire et qu'il peut tout gérer à la maison. Alors, ça prend la famille d'être un aspect passif dans la réadaptation et récupération de nos patients, d'être des participants actifs dans le domaine de récupération. En section 8, on reconnaît qu'il y a plein de choses qui doivent être apprises, puis il y a plein de compétences que les membres de la famille ou les soignants doivent apprendre, mais ça stresse aussi qu'il y a des ça nécessite des supports psychologiques, éducationnels pour les supporter. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine diapo? Alors, tu dois m'excuser, j'ai des petits problèmes techniques ici. Alors, l'harmonisation de la réadaptation dans tous les milieux, c'est très, très important. On doit dire que la réadaptation ne termine pas à la fin dès qu'un patient quitte l'hôpital. Ça doit continuer pendant le continuum. Premièrement, les familles et les soignants sont des participants actifs dans la récupération, d'établir des objectifs, puis de nous aider avec les transitions. Ce n'est pas seulement dans la phase aiguë quand ils sont hospice. Deuxième chose, une équipe interdisciplinaire doit avoir une approche continuelle. On doit avoir des réunions interdisciplinaires pour discuter à chaque phase de la chemin de réadaptation, la progresse, les nouveautés qui sont arrivées, puis d'avoir des plans pour la transition. Puis, le troisième point qui est dit sur la diapo ici, c'est surtout d'avoir une intensité très active puis rigoureuse. Ça veut dire que la thérapie doit être un bon 60 minutes par session, puis ça doit être donné 2 à 5 fois par semaine. Alors, ça donne tous les programmes en interne puis externe d'avoir des objectifs très, très clairs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos patients, même s'ils ne sont pas dans une unité actif comme patient interne, mais dans tous les chemins externes, puis la réintégration sociale en communautaire. Alors, merci. Merci beaucoup, Dr. Wayne. Donc, ça va être... Dr. Claveau. Oui, merci.
Donc, ça me fait plaisir de vous parler de la deuxième partie. C'est une partie qui me tient à cœur, qui concerne la prestation des soins de réadaptation post-AVC. Prochaine diapo, merci beaucoup. Donc, cette partie comporte 10 sections qui couvrent vraiment un large éventail de complications et déficits post-AVC, notamment les capacités fonctionnelles des membres supérieurs, la douleur à l'épaule et le syndrome douloureux régional complexe, la spasticité, la mobilité, les membres inférieurs, les chutes, l'alimentation et la déglutition, le langage, les difficultés visuelles, la douleur centralisée et les fonctions d'élimination. Et vous allez y retrouver des recommandations qui s'adressent vraiment à l'ensemble des professionnels de la santé qui œuvrent auprès des patients post-AVC et visent finalement à optimiser leur récupération fonctionnelle. Donc, la deuxième partie fait ressortir des messages clés qui recoupent toutes les sections. Donc, je veux les mettre en évidence pour vous aujourd'hui. La première, bien, c'est l'importance d'une évaluation précoce, continue et répétée, qui est recommandée dans plusieurs domaines, que ce soit pour la spasticité, les chutes, les fonctions d'élimination, la dysphagie, la dépression. Ensuite, bien, l'importance de l'intensité et d'une réadaptation axée sur les tâches qui continue à être démontrée et supportée par un haut niveau d'évidence, encore une fois, dans de nombreux domaines. Les traitements complémentaires ou dits adjuvants ont été détaillés, perfectionnés, précisés. On maintient la stimulation cérébrale non invasive comme une considération clinique, notamment parce que c'est encore un statut, dans le fond, c'est pas approuvé en dehors du cadre de la recherche en neuroréadaptation au Canada. Et une prise en charge qui est personnalisée et ciblée et vraiment préconisée. Par exemple, pour le traitement de la spasticité ou encore en évitant l'emploi systématique d'une sonde à demeure. Prochaine diapo. Et il y a aussi 5 points clés qu'on a ciblés, qu'on va partager avec vous aujourd'hui, qui touchent les 5 sections suivantes. C'est des points clés qui devraient interpeller beaucoup d'entre vous. Prochaine diapo, merci. Donc, à la section 1, concernant les capacités fonctionnelles des membres supérieurs, mais maintenant, on a une recommandation forte basée sur un niveau d'évidence modéré à élevé pour soutenir l'entraînement bilatéral des membres supérieurs en tant que traitement en soi pour améliorer les fonctions motrices. Les bénéfices sont plus grands pour une parésie légère au stade chronique avec des tâches fonctionnelles bilatérales à haute dose. Et il y a aussi une nouvelle recommandation forte qui concerne la contention du tronc. Donc, ça fait vraiment référence à une contention physique avec un harnais, une courroie, qui peut être assistée d'un feedback soit visuel ou auditif. Et le principe, c'est vraiment de réduire les mouvements compensatoires du tronc pour améliorer l'efficacité du membre supérieur dans les tâches pour atteindre une cible. Donc, c'est sûr que dans l'implantation de cette recommandation-là, il faut bien revoir le matériel requis et le bon protocole à employer. Merci. Donc, à la section 2, la douleur à l'épaule et le syndrome douloureux régional complexe, on recommande l'emploi d'une orthèse d'épaule pour réduire la subluxation quand le membre supérieur est flasque. Donc, que ce soit une attelle ou une orthèse gléno-humérale, le principe, c'est vraiment d'aller soutenir le membre supérieur quand le patient est debout et qu'il n'a pas accès à une hémitablette comme au fauteuil roulant. Ensuite, une nouvelle recommandation supporte le traitement par onde de choc extracorporelle pour la douleur à l'épaule. C'est une qualité modérée des données probantes et même pour le SDRC, qui est une qualité élevée des données probantes. C'est sûr qu'avec ce type de traitement-là, il peut y avoir des considérations relatives à la mise en œuvre, entre autres parce que l'accessibilité au matériel requis demeure encore variable dans les milieux. Merci beaucoup. À la section 4, au niveau des membres inférieurs, l'équilibre, la mobilité et les exercices. Bien, comme on a parlé tantôt, on recommande encore et toujours un programme d'exercice qui est axé sur la tâche, fait de façon répétitive, adapté progressivement. Mais l'efficacité est non seulement démontrée pour les exercices individuels, mais aussi faits en groupe. Et les exercices aquatiques, c'est
Steve en a parlé tout à l'heure, et aérobique, mais c'est vraiment des recommandations fortes avec un haut niveau d'évidence pour améliorer la vitesse de marche, la mobilité, l'équilibre. Pour les exercices aérobiques, on recommande au moins 3 séances d'entraînement par semaine de 5 à 20 minutes ou plus selon la tolérance des patients pendant un minimum de 8 semaines. La section 6 est une nouveauté où on met l'emphase sur la santé bucco-dentaire et ça comporte 3 recommandations fortes. La première, c'est vraiment l'importance de pratiquer une bonne hygiène orale au moins 2 fois par jour. La seconde, c'est que ça doit être accompagné d'un enseignement de l'éducation aux patients et à ses proches. Et finalement, qu'en cas de besoin, de ne pas hésiter à référer à des experts en santé bucco-dentaire. Une nouveauté encore, c'est la section 10 qui touche les fonctions d'élimination à la fois vésicale et intestinale. Donc, on rappelle tout d'abord l'importance de dépister, d'évaluer et de prendre en charge ces troubles mictionnels, que ce soit de la rétention urinaire ou de l'incontinence urinaire. Et ça comporte 2 autres recommandations fortes. La première, comme on a mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment d'éviter l'emploi d'une sonde à demeure. Si c'est requis, on doit vraiment en faire la réévaluation quotidienne et chercher à la cesser dès que possible. Et la seconde, recommandation forte, mais ça supporte l'emploi du TENS ou de la stimulation électrique transcutanée qui est appliquée au niveau lombaire ou sacré, et ce pour réduire l'incontinence urinaire. Et pour les fonctions intestinales, à nouveau, on recommande fortement qu'il y ait un dépistage, une évaluation à la recherche de là où les causes de constipation ou d'incontinence fécale pour vraiment qu'il y ait un traitement, une prise en charge vraiment ciblée, personnalisée, encore plus vrai si c'est présent depuis plus de 2 semaines. Et on souligne l'intérêt d'un programme éducatif et comportemental qui est bien démontré. Et c'est un terme qui peut paraître un peu vague, mais en fait, ça fait juste renforcer l'importance de faire un bon questionnaire examen physique pour mettre en place un plan de traitement ciblé et de le partager aux patients, à ses proches et aux médecins ou à l'équipe médicale traitante. Je retourne maintenant la parole à Dr. Wing. Merci beaucoup, Dr. Claveau. Est-ce que je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Alors, il y a 5 sessions pour partie 3. Humeur et dépression a précédemment été un module séparé quand c'était publié en 2020. Maintenant, on l'avait mis tout ensemble. Si on regarde la réadaptation cognitive ou de cognition vasculaire, c'est un module complètement séparé maintenant. Je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Alors, la troisième partie, nos messages clés concerne la pratique. Alors, vraiment, c'est une vision holistique qu'on va prendre ici pour traiter la plupart des maladies qu'on doit adresser en réadaptation. On sache que des personnes après un AVC vont avoir plein de comorbidités qu'on doit considérer comment on va les intégrer puis les gérer pendant la réadaptation. Il y a de plus en plus d'évidence médicale qu'il y a des interventions spécifiques qui peuvent aider plusieurs aspects de complications post-AVC. Par exemple, l'exercice, c'était démontré d'être très efficace pour gérer l'humeur, la fatigue puis la cognition. Des recommandations fortes visent à jouer un rôle de levier au niveau du système pour améliorer l'accès aux ressources de réadaptation communautaire, ainsi soutenir l'intégration tout au long du parcours de rétablissement. Je peux avoir la prochaine diapo. Alors, il y a de plus en plus d'évidence qu'il y a une variété des choses qu'on peut faire pour aider nos patients. L'humeur et la dépression, c'est un aspect. On sache qu'on peut utiliser des modalités comme la thérapie cognitivo-comportementale qui est très efficace pour gérer la dépression qu'on voit souvent après la dépression. Puis, ça peut être considéré comme un traitement en première ligne. Alors, il y a des autres approches qui sont effectives qu'on doit considérer aussi.
L'exercice minimum de 3 fois par semaine est clairement supporté par l'évidence médicale avec des données probantes. Puis ça peut aider avec des symptômes légers à modérés pour des symptômes de dépression sans avoir des interventions pharmacologiques. Les interventions psychologiques peuvent être utilisées de façon prophylactique pour prévenir la dépression post-AVC. Puis on espère que cet conseil puis suggestion va pousser des systèmes de santé pour donner des fonds pour avoir des problèmes psychologiques pour traiter nos patients post-AVC en réadaptation. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, le syndrome Suder-Bulber est une autre complication qu'on voit pas très souvent, mais encore ça existe, puis ça empêche la qualité de vie de nos patients. On a décidé cette année d'avoir une recommandation séparée parce que ça doit être adressé, parce qu'on a d'évidence médicale que les ISRS sont très efficaces pour traiter cette condition. Alors, on a de l'évidence de haute qualité pour ça. Il y a des approches non pharmacologiques qu'on peut considérer aussi, mais à date, ils n'étaient pas démontrés d'être efficaces. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'hygiène de sommeil de la fatigue. Alors, on a maintenant une section sur l'hygiène de sommeil qui est très, très important pour faire un dépistage pour des problèmes de sommeil essentiels, surtout pour des troubles respiratoires de sommeil, des troubles respiratoires de sommeil. C'est quelque chose qui peut changer la qualité de vie de notre patient, puis peut baisser le... C'est quelque chose qui doit être évalué avec un dépistage, puis n'importe qui où on a une suspicion de l'apnée de sommeil doit être référé à une clinique spécialisée dans des problèmes de sommeil, puis l'apnée de sommeil. Michel Diapo, s'il vous plaît. Alors, en section 3, il y a la réadaptation cognitive pour les patients ayant subi un AVC. Il y a un accent accru ici d'intégrer les patients et leurs soignants pour nous mieux aider pour avoir une approche interdisciplinaire avec la famille et leurs aidants pour nous aider à les diriger. Alors, c'est surtout une approche multidimensionnelle qu'on doit intégrer pour adresser les déficiences cognitives pour nos patients. Puis il y a de bonnes évidences pour ces stratégies pour nous mieux aider nos patients. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, des participations aux activités sociales de loisirs après un AVC. Il y a de plus en plus d'évidences qui suggèrent de supporter des centres communautaires, des organisations communautaires pour nous aider nos patients avec des problèmes ou des déficiences sociales, intellectuelles, émotionnelles, puis spirituelles aussi. Alors, on met de plus en plus d'évidence aussi pour adresser des choses qu'on n'a pas vraiment parlé, surtout avoir la santé sexuelle, puis comment on va adresser les interactions entre une personne post-AVC et leurs copains ou copines. Alors, c'est un autre aspect qu'on doit avoir des données disponibles pour nos patients et leurs familles pour mieux gérer cet aspect très important que dans le passé, on n'a pas vraiment adressé, qui est très important, surtout pour avoir une résolution des symptômes post-AVC, puis de laisser de réintégrer, d'avoir des vies normales. Prochaine diapo. Alors, c'est Geneviève maintenant. Oui, merci, Dr. Wayne. Donc, on a beaucoup insisté sur les bonnes pratiques à adopter depuis le début du webinaire, mais il y a aussi certaines pratiques à délaisser ou à éviter sur lesquelles on désire attirer votre attention. La première, c'est l'emploi en première intention d'une médication antispastique PEROS ou par voie orale pour le traitement de la spasticité. C'est bien entendu en raison des effets secondaires associés potentiels. On va donc plutôt privilégier en première intention un traitement local de chémodénervation avec la toxine botuliниque. Et de la même façon, on veut éviter d'avoir recours à des médicaments comme des antidépresseurs pour le traitement de la fatigue post-AVC en l'absence d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble anxieux. Dans le fond, la fatigue post-AVC n'est pas toujours le résultat d'une dépression ou d'un trouble anxieux, mais peut vraiment constituer un diagnostic clinique à part entière. Alors, en conclusion, bien, vous avez vu, le webinaire d'aujourd'hui n'a été qu'un bref aperçu d'un module qui est très riche, qui contient
beaucoup plus de détails, de nuances que ce qu'on a été capable de vous transmettre aujourd'hui. Donc, si on a réussi à piquer votre curiosité, puis on espère que c'est le cas, on vous invite à lire le module en entier, soit sur le site web des pratiques optimales de l'AVC au Canada, ou encore publié en 3 articles au début 2026 dans la revue American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Steve, Dr. Wing et Dr. Claveau pour vos excellentes présentations fort intéressantes. Et un spécial merci à Steve pour le partage de son histoire, plein de dépassements de soi et de persévérance, et aussi pour les conseils pertinents pour les personnes ayant subi un AVC. Nous sommes déjà rendus à la séance des questions. J'inviterai aux conférenciers et conférencières d'allumer vos caméras pour répondre aux questions du public. Donc, le public, s'il vous plaît, vous pouvez ajouter vos questions, mettre vos questions dans la boîte à questions. Merci. Steve, est-ce que vous êtes là? Je suis là, mais je ne peux pas démarrer ma caméra car elle était désactivée par l'autre. C'est ce qu'on m'écrit. Oh, bon, on va... Oh, ça Ah! y est, vous êtes là. Wouh! Parfait. Super, merci. Donc, j'ai une première question pour Steve. C'est, avec le recul, y a-t-il une ressource, un service, un soutien particulier dont vous n'avez pas bénéficié, mais qui aurait facilité votre parcours de réadaptation après votre AVC? Très bonne question. Qui aurait facilité mon parcours. En fait, c'est difficile à répondre parce qu'il y en a Mhm. plusieurs, mais en réadaptation, je pense que c'est un suivi plus étroit. Parce que j'avais beaucoup d'attentes, mais je comprends que je ne suis pas une clientèle cible, mais je pense que je l'ai mentionné tantôt, ça aurait été un suivi plus étroit avec les exercices que je faisais, le suivi peut-être après, quand j'ai quitté, voir la progression, voir s'il y a d'autres choses que je pourrais faire au lieu de juste me dire, OK, Monsieur Sévigny, vous êtes fonctionnel, allez en paix et la vie va s'occuper de vous, là. C'est surtout ça que j'ai pas déploré, mais qui manquait surtout là, après, quand j'ai quitté au mois d'août, à la fin août, là. D'accord, merci beaucoup. Cette question, c'est pour Dr. Wing. Merci, Dr. Wing, d'avoir souligné l'importance de surveiller la fatigue post-AVC tout au long du parcours de rétablissement. La fatigue est souvent invisible. Quels sont les messages clés que vous souhaiterez transmettre aux personnes qui ont subi un AVC et à leur équipe de soins pour reconnaître et gérer la fatigue? Oh, merci, Elisabeth. Une très, très bonne question. Le syndrome de fatigue post-AVC, puis aussi après des crises cardiaques, on le voit très, très souvent. Je pense que la première chose à faire, c'est de expliquer à votre patient que c'est normal. C'est pas seulement il y a un problème avec eux, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Puis ça peut durer pour des mois, même des années, des fois. Ce qu'on conseille souvent, c'est en anglais, on va dire les 4 P, mais la première chose, c'est prioriser. Alors, prioriser les activités qui sont les plus importantes pour gérer le problème. Deuxièmement, avoir des pauses. Alors, vous avez le droit de faire des petites choses, prendre une pause, refaire quelque chose, prendre une autre pause. Troisième chose, c'est de planifier. Si vous avez des tâches à faire où tu dois utiliser plein d'énergie, peut-être la faire le matin quand vous avez un peu plus d'énergie que la fin de la journée. Puis aussi le rythme que tu fais des choses, fais des petites choses une après l'autre. C'est très important aussi de voir s'il y a des autres facteurs qui peuvent aggraver la fatigue. Alors, on a parlé de l'importance d'identifier l'hygiène de sommeil, c'est un aspect. Deuxième chose, de graduellement monter l'activité physique. Troisième chose, de limiter ce que tu fais à une tâche, pas faire pas plusieurs tâches au même temps. Quatrième chose, c'est la nutrition puis l'hydration, c'est très, très important. C'est très important d'avoir une éducation puis une validation que les symptômes sont normaux et d'encourager à nos patients. Puis on doit faire attention qu'il n'y a pas des autres problèmes médicaux actifs. Alors, on dit que 80% des patients vont avoir un minimum de 5 comorbidités, mais on doit être certain qu'il n'y a aucun signe ou symptôme de dépression, anxiété. J'ai présenté des données qu'il y a des traitements disponibles pour gérer ça, puis même la prophylaxie pour la dépression qui peut contribuer à la fatigue. Deuxième chose, qu'il n'y a pas des syndromes douloureux. Puis Dr. Claveau a adressé un peu la spasticité qui peut être un aspect de douleur. On a déjà parlé des sortes de
de sommeil. Puis la dernière fois, c'est de réévaluer les médicaments que le patient prend pour être certain qu'il n'y a aucun médicament qui provoque la fatigue. Puis finalement, de faire un bilan sanguin pour être certain qu'il n'y a rien de métabolique qui contribue à la fatigue de notre patient. Merci beaucoup, Dr. Wayne, pour tous les bons conseils. J'ai une prochaine question, c'est pour le Dr. Claveau. Comment un clinicien peut-il favoriser la continuité des soins lors des transitions, même si le clinicien travaille dans un seul milieu? Je pense que ça fait vraiment, ça rejoint un peu ce que Steve disait, que c'était quelque chose qui vous avait manqué, un peu ce suivi-là plus longitudinal. Puis je pense que c'est un défi. Je pense que c'est un défi, mais qu'il faut regarder, il y a quand même des possibilités. Il faut voir qu'est-ce qui s'applique le plus à notre milieu, à notre réalité clinique. Mais une des options, dans le fond, c'est qu'il y a parfois des médecins qui vont continuer à faire des suivis externes, même si le patient a complété sa réadaptation dans ce milieu de soins-là. Ensuite, je pense que c'est vraiment important de favoriser la transmission de l'information, de s'assurer que l'équipe qui va prendre le relais avec le patient a accès aux informations médicales de la première équipe ou aux informations des thérapeutes, donc les rapports finaux, les notes de départ, avec l'accord du patient, bien entendu, mais ça fait vraiment une continuité ça facilite la continuité des soins, la transmission de l'information. Je considère aussi que c'est vraiment important d'enseigner, d'expliquer aux patients et à leur famille c'est quoi la continuité des soins, c'est quoi les étapes dans le continuum de soins, comme ça va avoir une idée du délai de prise en charge, à qui je me réfère, comme ça, ils comprennent plus le processus. Puis si jamais, malheureusement, il y avait une interruption dans la continuité ou dans la transition, tomber en deux chaises, là, comme on peut dire, mais un peu plus outillés pour être capable de rattraper la balle au rebond puis d'aller chercher l'aide ou les services là, où ils sont supposés d'en recevoir. Puis finalement, rester disponible. Je pense que si on peut rester disponible pour l'équipe qui nous suit, que ce soit téléphone, courriel, on a la chance d'être en 2026, on a quand même des outils pour faciliter la communication, même à distance. Ça peut faire une grande différence. Ça serait mes conseils. Beaucoup, c'est vraiment judicieux. Merci beaucoup pour les conseils. J'ai une autre question, c'est pour Dr. Wayne probablement, ou Dr. Claveau, qui vous voulez répondre. Ça dit quand une personne a une AVC, il est possible de perdre la vue. Est-ce qu'il peut récupérer la vue par la suite? Est-ce que Dr. Wayne voulait répondre, ou Dr. Claveau? Alors, post-AVC, est-ce qu'on peut retourner la vue? Vraiment, ça dépend de la quantité d'ischémie qu'on va avoir dans la région. Comme moi, comme neurologue en vasculaire aigu, on fait l'imagerie pour des études de perfusion. Ça nous donne une bonne idée. Si on regarde l'AVC, on a la région, le core, le centre de l'AVC qui est une zone irréversible. Puis on a ce qu'on appelle le penumbra, une zone qui a moins de perfusion. Alors, oui, on peut récupérer, puis l'idée dans nos traitements aigus, c'est de les aider nos patients. Mais les cellules blessées peuvent prendre 3 à 6 mois des fois à se récupérer. Alors, d'habitude, on fait nos pronostics pour un patient en 3 mois et 1 an. Pour la vision, encore, on ne parle pas d'un AVC de l'œil, de l'artère ophtalmique, mais je parle d'une lésion de la lobe occipitale en charge de la vision. On peut avoir des améliorations pendant le temps, mais dès qu'on arrive à 3 mois, on commence à avoir moins de chances de récupération. Mais les cellules au cerveau sont fragiles, puis une des façons, ils restent dans un état neutre où ils ne sont pas morts, puis ils ne sont pas encore vivants, puis ils ne fonctionnent pas complètement. Puis c'est là qu'on espère qu'on va avoir une récupération. On sache que pour des personnes avec des aphasies, on voit d'amélioration après 2 ans, des fois post-AVC. Pour la vision, je n'ai jamais demandé la question pour l'évolution de vision, mais je ne pense pas que ça va être différent d'une amélioration en motricité. Alors, d'habitude, pour nos études de recherche, on dit qu'est-ce qui se passe à 1 an, c'est 90% de la plupart de la récupération qui va arriver. Pour la vision, je ne suis pas certain. Dr. Claveau, avez-vous des autres données probantes sur la récupération dans les lésions occipitales? Mais en fait,
j'ai pas de données probantes, mais j'ai l'expérience clinique un peu comme vous, là, dans le fond. Puis il n'y a pas juste les atteintes du lobe occipital, il y a aussi les atteintes, des fois, des radiations optiques. Donc, un AVC à différents endroits dans le cerveau peut quand même toucher la vision. Mais moi aussi, c'est un peu l'expérience que j'ai avec mes patients. Il y a une récupération qui est possible, qui est variable d'un patient à l'autre, vraiment dépendant de la sévérité de l'AVC. Puis quand il y a des changements, c'est souvent effectivement dans les 6 premiers mois qu'on voit les changements là, au niveau de la vision. C'est quelque chose qui peut, par contre, même si ça ne récupère pas complètement, on va souvent demander l'appui des neuro-ophtalmologistes pour avoir les options pour améliorer la fonction des patients. Et il y a certains, en tout cas dans la région montréalaise où je suis, on peut référer à des instituts visuels qui sont vraiment très bons pour outiller les patients dans le quotidien pour finalement essayer de diminuer l'impact que les troubles visuels, notamment les pertes visuelles, les anomalies du champ visuels peuvent avoir dans leur quotidien. Merci beaucoup à vous deux pour cette réponse intéressante. Donc, il y a de l'espoir. Merci. C'est sûr, je comprends, le temps est important. J'ai une dernière question, ça va être pour Steve. Donc, c'est plus, Steve, avez-vous été mis en contact ou rencontré des pères, ou vous avez rencontré des pères aidants ou des personnes ayant vécu une AVC en jeune âge pour vous accompagner pour la suite ou dans l'acceptation? Pouvez-vous répéter le début de la question? Oui, Si si j'ai vous savez. rencontré des gens? Oui, si vous avez rencontré des pères aidants, donc des gens qui ont déjà subi une AVC, mais quand ils sont, qui ont eu l'AVC à jeune âge. Et est-ce que, si vous les avez rencontrés, est-ce qu'ils vous ont accompagnés dans votre processus de réadaptation ou d'acceptation, ou si vous avez Non, eu un soutien? absolument pas. J'ai pas rencontré personne suite à ça. C'est plus ceux qui m'ont aidé dans tout ça. C'est surtout ma famille immédiate et mon entourage. Mais le reste, non. J'étais seul à moi-même, mais j'avais un très bon entourage pour me donner un coup de main là, dans cette situation-là. Parfait, d'accord, ben merci. Donc, ça complète bien notre période de questions. Je tiens à vous rappeler qu'il y aura un enregistrement pour le webinaire et sera téléversé dans le site web de Cœur AVC et le site YouTube de Cœur AVC et les pratiques optimales de soins de l'AVC. Après le webinaire d'aujourd'hui, vous recevrez un courriel vous invitant à remplir une évaluation. Une fois terminé, vous obtiendrez le certificat de participation. N'oubliez pas de le télécharger. Nous voulons aussi vous inviter à remplir un court sondage sur notre site web des pratiques optimales de soins de l'AVC. C'est très important pour nous pour pouvoir nous assurer que les recommandations et les ressources continuent de répondre aux besoins et favoriser la prestation de soins d'autre qualité aux personnes qui subissent un AVC partout au Canada. Vous pouvez voir sur l'écran le code QR, donc vous pouvez répondre si vous voulez. Prochaine diapositive. Et enfin, Cœur AVC et les recommandations canadiennes de l'AVC vous proposent de nombreuses ressources éducatives et des soutiens liés à la réadaptation et rétablissement après son AVC. Certains, vous allez la trouver sur notre diapositive. Et aussi, certains, on va les partager dans le chat. Vous pouvez aussi consulter nos sites web des pratiques optimales de soins de l'AVC pour découvrir d'autres ressources. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, vous pouvez nous envoyer vos questions à pratiqueoptimalabc@coeuravc.ca. Sachez que nous prévoyons de faire un webinaire pour le mois de l'AVC en juin. Donc, si vous avez des idées des sujets pour aborder lors de ce webinaire ou des idées, donc vous pouvez nous le partager soit par le chat ou soit par le questionnaire d'évaluation qui sera envoyé aujourd'hui après le webinaire. Et on voulait vous inviter aussi à surveiller le site web de Cœur AVC, des pratiques optimales des soins de l'AVC, car le 13e sommet sur l'AVC sera organisé cette année et sera fait le 13 novembre 2026. Donc, surveillez nos sites web, les inscriptions seront disponibles en septembre. Donc, voilà. Donc, nous arrivons à la fin du webinaire aujourd'hui. Un grand merci aux conférenciers et conférencières pour votre temps, expertise et points de vue et idées partagées. Grand merci au public de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour le webinaire. Et,
de vouloir apprendre aussi un peu plus sur la réadaptation, rétablissement après son AVC. Grand merci à tous. À bientôt.